Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un légume assez éclatant qu'on croise souvent. Mais bon, on sous-estime peut-être sa richesse cachée. Je parle du chou rouge. Ah oui, le chou rouge. Cette couleur, ce violet profond presque. Électrique. C'est joli bien sûr, mais c'est surtout le signe d'une puissance nutritionnelle assez étonnante. Tout à fait. D'ailleurs, l'article qui guide notre discussion aujourd'hui, il l'appelle même avec humour un super-héros violet dans l'assiette. J'aime bien l'image. C'est une bonne image, ouais. Notre source principale, donc, c'est cet article assez fouillé de Clémence Delattre et Marcel Fourny pour topmarmite.com. Le titre est « Chou rouge, antioxydants, bienfaits et nutrition ». Très complet, oui. Et notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi ce crucifère mérite mieux qu'un rôle de simple touche de couleur. On va creuser ses atouts nutritionnels, bien sûr, mais surtout ce fameux pouvoir antioxydant dont on entend tant parler. On va essayer de décrypter ensemble ce qui le rend si intéressant pour notre bien-être, quoi. Effectivement. Et cet intérêt, il n'est pas seulement populaire, il est aussi scientifique. Le chou rouge, qui est longtemps resté un peu dans l'ombre d'autres crucifères plus médiatisés peut-être, Oui, c'est vrai. il révèle un potentiel vraiment fascinant. On parle ici de mécanismes de protection cellulaire, de lutte contre le stress oxydatif, de soutien à la vitalité, D'accord. en quelque sorte. Parfait, alors allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Commençons par sa carte d'identité nutritionnelle. L'article le qualifie de bijou violet. Et quand on regarde les données qui viennent de références solides, comme l'EFSA en Europe ou la base américaine USDA Food Data Central, on comprend pourquoi. C'est un poids plume côté calories. 31 kilocalories pour 100 grammes à peu près, c'est très peu. Très peu, oui. Et pourtant, ce faible apport calorique, il cache une densité nutritionnelle qui est intéressante. Il fournit des fibres, environ 2,1 grammes pour 100 grammes, Ah oui, quand même. ce qui participe à la satiété, et puis ça soutient une bonne digestion. C'est d'ailleurs un point pertinent pour ceux qui cherchent à équilibrer leur poids. Ça remplit l'estomac sans alourdir la balance calorique, quoi. Mais alors, là où il frappe vraiment fort, c'est sur la vitamine C. C'est ça. Exactement. Les chiffres sont éloquents apparemment, ils en contiennent une quantité remarquable, près des 2/3 de nos besoins journaliers recommandés, avec juste une portion de 100 grammes. C'est énorme. L'article souligne que ça le place comme l'un des crucifères les plus généreux en cette vitamine essentielle, pour l'immunité et l'énergie. Tout à fait. Et ce n'est pas tout, il apporte aussi de la vitamine K, qui est cruciale pour la coagulation du sang et la santé des os. Du potassium aussi, qui joue un rôle dans la régulation de la pression artérielle, et puis des folates, la vitamine B9, qui sont indispensables à la formation et au renouvellement des cellules. Donc un profil déjà solide avant même d'aborder son atout maître. Voilà. Avant même de parler de la couleur, Justement, venons-y. Cette couleur violette si caractéristique, c'est-elle la clé de ces super pouvoirs antioxydants, c'est ça? c'est tout à fait ça. C'est vraiment là que le chou rouge se distingue, particulièrement. Cette teinte vibrante, elle provient de pigments naturels qu'on appelle les anthocyanes. Anthocyanes, d'accord. Ce sont des molécules qui appartiennent à la grande famille des flavonoïdes, des polyphénols en fait. Ok. Et leur rôle fondamental, c'est d'agir comme des gardes du corps pour nos cellules. Ils neutralisent les fameux radicaux libres. Ah oui, on en entend toujours parler de cela. Voilà. Ces molécules instables, générées par notre métabolisme ou par des agressions extérieures, la pollution, les UV et tout ça, qui, en excès, accélèrent le vieillissement cellulaire et puis nourrissent l'inflammation chronique. Les anthocyanes sont là pour les contrer. Et on a des preuves concrètes de cette capacité. L'article mentionne des études, je crois. Oui, notamment une étude spécifiquement citée qui a analysé en détail ces composés dans le chou rouge. Et les conclusions sont claires. Ces anthocyanes, elles ont une capacité significative à piéger les radicaux libres. D'accord. Ce qui confirme leur puissante activité antioxydante in vitro. Donc le potentiel est bien réel. Il est mesurable. Ok. D'ailleurs, certaines évaluations, basées sur le test OIRAC, Oui, ça mesure la capacité d'absorption des radicaux. c'est ça. Ces tests placeraient le chou rouge à un niveau comparable, voire parfois supérieur à celui d'autres vedettes, comme le brocoli ou le chou vert. Ah oui. Impressionnant. Et il n'y a que les anthocyanes qui jouent ce rôle protecteur dans le chou rouge? Alors, elles sont clairement les stars, mais elles ne sont pas seules sur scène. Le chou rouge contient aussi d'autres acteurs intéressants. Comme quoi, par exemple? On a les glucosinolates. C'est typique des crucifères, ça. Ce sont des précurseurs de molécules comme le sulforaphane.
Ah oui, connu pour la détox. Exactement, ça soutient les processus de détoxification du foie. On trouve aussi d'autres polyphénols, avec des effets anti-inflammatoires, potentiellement bénéfiques pour le cœur, les vaisseaux. D'accord. Et bien sûr, faut pas oublier la vitamine C elle-même. Elle est aussi un antioxydant majeur et elle participe activement à cette défense globale. Ok, donc une véritable équipe de défenseurs. Mais alors, concrètement, une fois qu'on a mangé notre chou rouge, comment ces anthocyanes agissent? Quels effets on peut espérer en vrai? C'est la question essentielle, bien sûr. Les études in vitro, c'est bien beau, mais c'est l'impact in vivo qui nous intéresse. Voilà. Et l'article rapporte une étude pertinente, menée sur des rats, soumis à un régime qui favorise l'athérosclérose. Ok. On leur a donné un extrait de chou rouge riche en anthocyanes. Et les résultats ont montré des effets protecteurs assez nets. Réduction du stress oxydatif au niveau cardiaque et hépatique. Ah oui. Limitation des dommages aux tissus, comme la peroxydation lipidique. Et même une restauration des niveaux d'enzymes antioxydantes naturelles de l'organisme. Comme? Comme la superoxydismutase ou la catalase. Des enzymes que notre corps utilise pour se défendre. Donc, si je comprends bien, ça suggère que ces composés pourraient aider nos organes vitaux à mieux résister aux agressions oxydatives du quotidien. C'est l'hypothèse forte qui ressort de ces travaux sur modèle animal, oui, et qui est explorée plus largement. Si on fait une synthèse des pistes de recherche autour des anthocyanes du chou rouge, Oui. on évoque une réduction du stress oxydatif général, celui qui est lié au vieillissement, à l'inflammation, un possible soutien à la circulation sanguine, à la régulation de la tension, une aide aux fonctions de détox du foie, on en a parlé, et même un effet bénéfique sur notre microbiote intestinal. Ah bon? Comment ça? Elle pourrait agir un peu comme des prébiotiques en fait, nourrir certaines bonnes bactéries de notre intestin. C'est fascinant de voir tous ces mécanismes potentiels dans un simple légume finalement. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est cette idée de synergie que l'article met en avant. Ah oui? Apparemment, les composants du chou rouge ne font pas que s'additionner, ils travailleraient ensemble, c'est ça? Exactement. Et c'est peut-être là que réside le véritable secret de l'efficacité de certains aliments complets, comme le chou rouge. Ce n'est pas juste une liste d'ingrédients actifs, c'est un système interactif. D'accord. L'exemple le plus frappant, c'est celui de la vitamine C et des anthocyanes. Et comment ça fonctionne, cette interaction? Le mécanisme est assez élégant, pour simplifier. Quand une anthocyane neutralise un radical libre, elle est elle-même oxydée. Elle perd temporairement sa capacité d'action. Ok. Et là, la vitamine C intervient pour la régénérer, pour lui redonner son pouvoir antioxydant. C'est une sorte de recyclage interne, si on veut. Ah, c'est malin. Et inversement, d'autres polyphénols présents semblent protéger la vitamine C et prolongent sa durée de vie active dans l'organisme. Du coup, le résultat, c'est... Le résultat, c'est une action antioxydante qui est plus puissante et surtout plus durable que si chaque composé agissait tout seul de son côté. L'article utilise une analogie que je trouve assez parlante. C'est comme un tandem en cyclisme. Oui. La vitamine C serait la sprintose, rapide, efficace sur le coup. Tandis que les anthocyanes seraient les coureurs de fond qui assurent une protection sur la durée, justement grâce à cette régénération mutuelle. C'est une belle image pour visualiser cette coopération interne, non ? C'est une excellente image, tout à fait. Et cette synergie, ce n'est pas qu'une théorie de laboratoire. Elle pourrait contribuer à expliquer pourquoi de grandes études épidémiologiques... Les méta-analyses, c'est ça ? Oui, celles qui compilent plusieurs études sur de larges populations, pourquoi elles observent une association entre une consommation régulière d'aliments riches en anthocyanes, le chou rouge, mais aussi les baies, les myrtilles, et une réduction, certes modeste, mais significative, du risque de maladies cardiovasculaires ou d'autres pathologies liées au stress oxydatif. L'effet global de l'aliment entier semble supérieur à la somme des effets isolés de ses composants. C'est ce qu'on appelle le concept de matrice alimentaire. C'est vraiment le point clé à retenir, je trouve. Ce n'est pas juste un légume coloré avec des vitamines. C'est une petite usine biochimique où les éléments se renforcent les uns les autres. C'est exactement ça. Mais du coup, ça soulève une question très pratique. Très pratique. Comment on le prépare et on le consomme pour préserver au maximum ce trésor ? L'article insiste sur la fragilité de ces composés. Ah oui, c'est le nerf de la guerre en cuisine avec ce type de légumes. La vitamine C et les anthocyanes sont sensibles à plusieurs facteurs, surtout la chaleur. Ok. Le pH aussi, c'est-à-dire l'acidité ou l'alcalinité. Et puis l'oxydation à l'air. Donc le mode de préparation va directement influencer la quantité de bienfaits qu'on retrouvera dans l'assiette.
Alors, verdict, c'est quoi le mode de consommation idéal selon l'article? Sans grande surprise, le grand gagnant, c'est le cru. Ah, la salade de chou rouge. Exactement. Finement émincé, râpé. Le chou rouge cru conserverait, d'après l'analyse de l'article, la quasi-totalité de sa vitamine C et de ses précieuses anthocyanes. Et il y a une petite astuce mentionnée, je crois, avec du citron. Oui, ajoutez un filet de jus de citron ou de vinaigre doux. Non seulement ça rehausse le goût, mais l'acidité aide à stabiliser les pigments violets. Et donc, les anthocyanes. Ça préserve la couleur et l'intégrité des molécules. D'accord, cru, c'est le top. Mais il y a d'autres options intéressantes. Oui, une autre option très intéressante, qui préserve aussi les nutriments et qui apporte même des bonus, c'est la fermentation. La choucroute rouge. Voilà, faite maison ou artisanale de qualité. Non seulement les antioxydants sont préservés, mais le processus de fermentation développe des probiotiques. Excellent pour le microbiote intestinal. Ah oui, double bénéfice. Et en plus, la fermentation peut même augmenter la biodisponibilité de certains nutriments, les rendant plus faciles à absorber. Très intéressant. Et pour ceux qui préfèrent le chou cuit, par exemple pour une meilleure digestion, y a-t-il une méthode à privilégier? Oui, alors là, le compromis le plus intéressant, ça semble être la cuisson à la vapeur. Mais attention, douce et courte. Courte, c'est-à-dire? L'article suggère de ne pas dépasser 7 minutes, idéalement. Ça permet d'attendrir les fibres, donc de le rendre plus digeste, tout en limitant les pertes en vitamine C et anthocyanes. On serait autour de 20 à 30% de pertes selon les estimations rapportées. Et si on cuit plus longtemps? Ou dans l'eau. Ah, là c'est moins bien. Au-delà de 10 minutes de vapeur, ou pire, une cuisson prolongée dans l'eau bouillante, là les pertes peuvent grimper à 50 voire 60%. Ah oui, la moitié. Oui, parce que les nutriments fuient dans l'eau de cuisson. Donc la cuisson à l'eau, c'est vraiment à éviter si on veut garder les bienfaits. Mieux vaut la vapeur ou alors une cuisson rapide ou wok. D'accord, donc cru, fermenté ou vapeur très courte. Et l'option jus ou smoothie? Qu'en dit l'article? On voit parfois des recettes avec du chou rouge. Oui, c'est une option pour concentrer les nutriments, effectivement. Un mélange comme chou rouge, pomme, un peu de gingembre, ça peut donner un jus ou un smoothie très riche en antioxydants. Mais il y a un inconvénient. Oui, le principal inconvénient, c'est l'oxydation rapide. Une fois que les cellules végétales sont broyées, les anthocyanes et la vitamine C sont exposés à l'air et elles se dégradent vite. Donc il faut le boire tout de suite? Exactement. Consommer immédiatement après préparation pour en tirer le maximum de bénéfices. Les pertes peuvent atteindre 10-20% assez rapidement si on attend. Très clair. L'article donne aussi quelques astuces supplémentaires, des petits plus à connaître, non? Oui, des conseils pratiques, de bon sens en fait. Par exemple, ajouter une petite quantité de bonne matière grasse, huile d'olive vierge extra, quelques noix, des graines. Au moment de le manger? Oui, surtout s'il est cru, parce que certains antioxydants comme la vitamine K sont liposolubles. Un peu de gras aide à leur absorption. Il y a aussi une mise en garde contre le bicarbonate de soude, c'est ça? Ah oui, absolument. C'est une pratique parfois utilisée pour garder la couleur de certains légumes verts à la cuisson. Oui, pour le brocoli par exemple. Voilà. Mais c'est désastreux pour la vitamine C. Le milieu alcalin créé par le bicarbonate la détruit littéralement. Donc à éviter totalement avec le chou rouge si on vise les bénéfices nutritionnels. C'est bon à savoir. Et une suggestion que j'aime bien, jouer avec les couleurs. Tout à fait. Ne pas hésiter à associer le chou rouge avec d'autres légumes colorés. Des carottes oranges, des brocolis verts, des poivrons jaunes. Chaque couleur apporte ses propres pigments, ses phytonutriments. Ça crée une synergie encore plus large dans l'assiette. C'est exactement ça. Et pour la conservation, le garder entier ou coupé au dernier moment. Au frais, dans le bac à légumes du frigo. Et la congélation? L'article la déconseille pour le chou rouge qu'on veut manger cru ou peu cuit. Le processus peut endommager les cellules et les anthocyanes. Bon, on a vu comment le préparer au mieux. Mais y a-t-il des précautions à prendre? Des personnes qui devraient être plus prudentes avec le chou rouge? Oui, c'est important d'avoir une vision équilibrée. Comme tous les légumes de la famille des crucifères, les brocolis, choux de Bruxelles, kale. Le chou rouge contient des composés qu'on appelle goitrogènes. Goitrogènes. Ça concerne la thyroïde, ça? Exactement. Chez les personnes qui ont une fonction thyroïdienne déjà fragile ou une hypothyroïdie non traitée, une consommation très importante et régulière de ces légumes crus pourrait potentiellement interférer avec l'utilisation de l'iode par la thyroïde. Ah d'accord, mais que faire dans ce cas-là? Il faut l'éviter complètement?
Pas nécessairement. La bonne nouvelle, c'est que la cuisson, même une cuisson douce à la vapeur, désactive en grande partie ces goïtrogènes. Ah, d'accord. Donc, pour les personnes concernées, il est simplement recommandé de consommer le chou rouge et les autres crucifères plutôt cuits que crus en grande quantité. Et bien sûr, s'il y a une pathologie thyroïdienne avérée, c'est le suivi médical qui prime. Logique. Autre point souvent évoqué avec les choux, la digestion, les ballonnements. Oui, c'est vrai. Sa richesse en fibres et en certains sucres fermentés cibles, les fameux FODMAPs, Oui. mais ça peut effectivement causer des agréments digestifs chez les personnes qui ont un intestin sensible ou qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, l'OSI. Surtout s'il est consommé cru. Et là, le conseil, c'est quoi? C'est la progressivité. Commencer par de petites quantités, voir comment on réagit, et privilégier les formes cuites ou fermentées qui sont souvent mieux tolérées. D'accord. L'article mentionne aussi l'astuce d'ajouter des épices carminatives comme le cumin ou le gingembre à la préparation pour aider à la digestion. Bonne idée. Et quid de la vitamine K et des traitements anticoagulants? On en a parlé un peu. Oui, c'est un point de vigilance classique avec les légumes verts feuillus et les choux. La vitamine K joue un rôle clé dans la coagulation. Donc, les personnes qui sont sous traitement anticoagulant, type antivitamine K, doivent maintenir des apports en vitamine K assez stables pour ne pas déséquilibrer leur traitement. Une consommation soudaine et massive de choux rouges pourrait interférer. Il faut le supprimer alors? Non, généralement, il n'est pas question de supprimer ces légumes. Mais il faut en parler avec son médecin pour ajuster éventuellement le traitement ou pour définir une consommation qui soit régulière et modérée. L'avis médical est indispensable là. Très clair. Et les allergies pour finir, c'est fréquent? Les allergies aux choux rouges sont considérées comme plutôt rares. Il peut exister des allergies croisées avec d'autres membres de la même famille, les brassicacées, la moutarde, les autres choux. Mais ça reste peu commun. Bon, après, comme pour tout aliment, une réaction est toujours possible. En somme, des précautions de bon sens, mais pas de contre-indication majeure pour la plupart des gens, si on le consomme raisonnablement et en tenant compte de sa propre sensibilité. C'est ça. L'article suggère d'ailleurs une fréquence indicative, il me semble. Oui, il est mentionné d'intégrer les crucifères régulièrement dans le cadre d'une alimentation variée. On vise idéalement 300 grammes de légumes divers par jour, selon les recommandations générales. Ok. Pour le chou rouge spécifiquement, l'article suggère une fréquence de 2 à 3 portions par semaine, environ 100 grammes crus ou cuits vapeur par portion. C'est une bonne façon d'en retirer les bénéfices sans excès, et en alternant bien sûr avec d'autres légumes colorés. L'équilibre et la diversité, ça reste les maîtres mots. Parfait. On a couvert beaucoup de terrain. Si on devait vraiment distiller l'essentiel, ce qui rend ce chou rouge si spécial, ce serait quoi? Je dirais que c'est cette combinaison unique et puissante. D'un côté, une faible charge calorique, une bonne source de fibres. De l'autre, une teneur exceptionnelle en vitamine C. Et surtout, cette richesse en anthocyanes. Les pigments violets. Voilà. Qui non seulement agissent comme de puissants antioxydants, mais qui travaillent en synergie avec la vitamine C pour une protection renforcée et durable. C'est ce cocktail couleur plus vitamine plus fibre plus synergie qui en fait un véritable allié pour la vitalité et la protection cellulaire au quotidien. Donc ça soutient l'immunité, ça aide à lutter contre le stress oxydatif, ça participe à la santé digestive, cardiovasculaire. C'est un profil très complet finalement. Très complet, oui. Le super-héros violet n'était donc pas qu'une image. Et ce qui est bien, c'est qu'il est accessible, abordable et finalement assez simple à intégrer en cuisine. Tout à fait. L'article suggère des associations gourmandes en salade avec des fruits rouges comme les framboises qui apportent aussi des anthocyanes d'ailleurs. Bonne idée ça. Et des noix de pécan pour le croquant et les bons gras. Ou simplement ajouter finement ciselé dans une salade de quinoa ou de lentilles pour apporter de la couleur et du peps. Plein de possibilités. J'aime beaucoup la conclusion de Marcel Fournier dans l'article, que je trouve très juste. Parfois, les super-héros ne portent pas de cape, ils poussent dans le potager. C'est une belle invitation à redécouvrir la puissance cachée des aliments simples qui nous entourent. Absolument. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve, qui va au-delà du seul chou rouge. Si ce légume violet nous montre la puissance de ses pigments spécifiques, qu'est-ce que la diversité des couleurs dans notre assiette nous dit ? Intéressant. Comment l'intégration consciente et régulière d'un véritable arc-en-ciel de végétaux, des rouges, des oranges, des jaunes, des verts, des violets, chacun avec ses propres familles de phytonutriments protecteurs, comment tout ça pourrait transformer notre approche préventive de la santé ? Oui. Qu'est-ce que cette palette du peintre dans notre assiette nous apprend sur la richesse invisible mais fondamentale de notre nourriture ? C'est une invitation à explorer la diversité, pas seulement pour le plaisir des yeux et des papilles, mais aussi comme une stratégie de bien-être profonde en fait.